et donc qui à ce titre-là appartient au réseau Agricord, au même titre que d'autres ONG comme l'AFDI par exemple. Voilà, donc FERT accompagne exclusivement la structuration d'organisations paysannes dans les pays du Sud, essaye d'accompagner dans la durée et dans la continuité les organisations paysannes avec lesquelles on travaille. Et donc, pour le cas de Madagascar, FERT intervient depuis 1986 à Madagascar et accompagne une organisation paysanne qui s'appelle FIFATA, que Micène présentera après, depuis 25 ans environ. Voilà. L'action qu'on va vous présenter cet après-midi est de nature assez différente de celle qu'on vous a présentée ce matin. L'entrée n'est pas une entrée donc, par l'État, mais une entrée par les organisations professionnelles. Donc en termes d'ampleur de dispositif, on ne va pas afficher les mêmes chiffres, c'est certain. Par contre, l'objectif final reste le même, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler avec l'objectif d'aller vers une politique d'installation de jeunes à Madagascar. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole au collègue malgache, et donc à Micène peut-être pour commencer. Merci Christophe. Donc, Micène Ranjemampian, je coordonne les 4 collèges agricoles de FIFATA qui sont à Madagascar depuis 2 ans maintenant. Peut-être pour introduire ce que j'ai vraiment retenu de l'introduction ce matin, c'est que Henri a dit, c'est que en fait c'est le paysan, c'est l'agriculteur qui est au centre, qui est vraiment l'acteur de l'innovation et le changement. C'est lui qui est le premier responsable de son devenir. Et je pense que ça illustre vraiment le dispositif qu'on va présenter tout à l'heure, parce que c'est vraiment une initiative à la demande des paysans, des agriculteurs et des professionnels. Donc je vais introduire juste la partie origine et contexte de l'action, et Mam poursuivra par la présentation du dispositif et des problèmes rencontrés. Donc, on ne pouvait pas commencer la présentation qu'avec la présentation de FIFATA. FIFATA, c'est donc une organisation paysanne fêtière à Madagascar, qui est, comme Christophe l'a dit, a été créé il y a 25 ans de cela, et qui a actuellement 11 fédérations régionales dans les 22 régions de Madagascar et 17 000 membres. Donc il travaille surtout par rapport à une vision. Il vise une agriculture familiale, professionnelle et compétitive. Donc FERT, avec l'appui de FIFATA, depuis 25 ans, a travaillé sur proposer des services aux paysans. Il a commencé il y a 25 ans de cela avec développer un réseau de microfinance à Madagascar, les SECAM pour ceux qui connaissent, et ont mis en place différentes structures pour vraiment répondre aux besoins de paysans. Sur la formation, il y a les collèges agricoles, la sécurisation foncière. FIFATA a mis en place avec les autres acteurs une plateforme de société civile qui s'appelle la CIF, sur l'information rurale et économique, approvisionnement, le conseil agricole, la commercialisation. Et à partir de ces expériences, il essaye de discuter, de faire un lobbying auprès des responsables de l'administration, à en faire des politiques nationaux. Donc ce qui vient un peu à ce schéma, c'est la méthodologie de FIFATA. C'est qu'en haut, il développe, il structure ses membres au niveau des régions, donc des unions de coopératives, des unions filières. Et d'un autre côté,
ils développent des structures pérennes pour offrir des services. Donc les demandeurs de services, c'est en vert en haut, et en bas, c'est les offreurs de services. Et les collèges agricoles, en fait, ont été créés dans cette perspective-là de donner au début aux fils et aux filles des membres de FIFATA une formation professionnelle, une formation en agriculture pour les jeunes fils et filles de membres de FIFATA. Donc ensuite, il y a FIFATA donc joue le rôle d'interface entre ces offreurs de services et leurs membres qui sont structurés dans les différentes unions. Et ensuite, il y a le deuxième cercle, qui sont des commissions au niveau de FIFATA pour réfléchir à la deuxième axe de sa mission, de capitaliser les expériences et de discuter avec l'administration comment partir de ces expériences pour en faire des politiques nationaux. Donc à travers ces commissions que FIFATA fait ce travail. Donc ensuite, je vais revenir un peu sur l'historique de la création des collèges agricoles. Donc 86, c'est le début des actions de FERT à Madagascar. 89, donc création de FIFATA. En 2003, donc 10 ans après la création de FIFATA, c'est là qu'on crée les 2 premiers collèges agricoles et qu'on travaille sur un référentiel professionnel et de formation pour les jeunes qui vont aller dans ces collèges. En 2006, il y a création d'un 3e collège et rénovation de la référentielle. Et c'est en 2009, donc 5 ans, 6 ans après l'ouverture des 2 premiers collèges, qu'on met en place le dispositif d'accompagnement des jeunes sortants des collèges agricoles. Et bien sûr, en 2012, Madagascar adopte une stratégie nationale de formation agricole et rurale, et on commence à constituer aussi les collèges en fédération. Donc on tend vers ça. Le travail continue jusqu'à maintenant, la mise en place d'une fédération des collèges agricoles. Donc qu'est-ce que FIFATA attendait des collèges agricoles à sa création? Et donc il y a principalement 3 missions que FIFATA a confiées au collège. C'est de former la relève des exploitations familiales agricoles, des familles qui vont envoyer les jeunes au collège. Donc deuxième mission, c'est de former la relève des responsables dans ces structures. Donc à travers la formation de ces jeunes, FIFATA attendait aussi que quand les jeunes sortent et s'installent, ils s'intéressent aux questions de structuration et ils attendent à ces jeunes qu'ils s'impliquent dans les organisations paysannes et surtout pour être la relève des leaders dans les structures, quoi. Et enfin, bien sûr, mener une action pilote pour alimenter la réflexion sur la mise en place d'une politique nationale de formation agricole à Madagascar, parce dans les années 2000, il n'y avait pas encore de politique phare à Madagascar. Il y avait très peu de centres qui formaient des jeunes agriculteurs. Donc c'est de là qu'est née l'idée de mettre en place ces collèges. Donc pour situer un peu les 4 collèges, donc ils sont dans 4 régions à Madagascar.
Et les collèges agricoles ont pour vision de former une nouvelle génération d'agriculteurs professionnels et acteurs de leur territoire. Donc actuellement, depuis son ouverture, il y a environ 300, 400 même, 400 cette année, 400 jeunes sortis des 4 collèges. Et pour un peu résumer sur l'offre de formation qu'on donne dans ces collèges, donc c'est le public, c'est des jeunes filles et filles de paysans de 15 à 20 ans, post-primaire qui a fini son CEPE. Le recrutement se fait au niveau de la région. Donc les élèves sont au système d'internat et les parents participent par un écolage et le riz que le jeune consomme durant son séjour au collège. La formation dure 3 ans. Donc le contenu de la formation, c'est il y a la partie vraiment technique, agricole et transformation. Et on donne beaucoup d'importance à la partie gestion d'exploitation, économie et le développement personnel, éducation civique. Donc il y a des matières d'enseignement général dans les collèges. Et le jeune, en fait, durant les 3 ans, monte un projet professionnel qu'il construit durant les 3 ans et qu'il valide devant un jury à la fin des 3 années d'études. La formation se fait 50% en salle de classe et les 50% sont sur l'exploitation du collège. Donc il y a une exploitation pédagogique sur le centre. Et le conseil d'administration du collège est composé de professionnels, des parents d'élèves et de jeunes sortants. Donc il y a aussi beaucoup d'accompagnement par rapport aux formateurs. Il y a eu des cycles de formation qu'on a mis en place, des cursus de formation qu'on a mis en place pour les formateurs. Et les ressources entre les 4 collèges sont mutualisées au niveau de la fédération. Donc voilà, je vais terminer là. C'était pour introduire un peu les collèges agricoles parce que ce que Mam va dire tout à l'heure est beaucoup en lien avec la mise en place des collèges agricoles. Pour juste finir, il y a eu des difficultés en fait après que les jeunes sont sortis, donc en 2009. Il y avait beaucoup de jeunes qui sont sortis, qui n'arrivaient pas à démarrer leur projet professionnel qu'ils avaient construit au collège parce qu'il manquait de financement et ils étaient vraiment isolés et quand ils revenaient chez eux, il manquait d'appui, d'aide entre guillemets morale pour avoir la force de démarrer le projet. Donc c'est là qu'en 2009, on a réfléchi à un dispositif d'accompagnement des jeunes sortants. Et il y a eu 2 projets qui ont financé ce dispositif en 2012. Après avoir testé un peu le dispositif, on a su aussi que les jeunes manquaient de relations entre eux. Ils étaient chacun dans leur coin sans vraiment possibilité de discuter entre eux et qu'ils n'avaient pas de relation avec les acteurs du territoire, ceux qui pouvaient offrir des services pour développer vraiment leur exploitation. Donc je donne à Mam la parole pour présenter le dispositif. C'était juste les difficultés qu'on a rencontrées à la suite des formations des jeunes au collège.
le temps que tu changes le diaporama. Donc, un dispositif de formation créé avec la profession agricole. Une OP FIFATA, donc nationale, on va dire qui a deux pieds, un pied développement de services et un pied plaidoyer, lobbying politique qui s'alimentent l'un et l'autre. Et donc une action qui démarre dans un contexte d'absence de politique phare à Madagascar, mais dès le départ, ça n'a pas été dit, donc je le rajoute, en relation étroite avec le ministère de l'Agriculture malgache. Les premiers terrains des collèges agricoles ont été mis à disposition par le ministère de l'Agriculture. Et le premier financement du projet d'accompagnement post-formation était un financement de l'AFD, mais dans le cadre d'un projet du ministère de l'Agriculture. Donc c'est une action qui, dès le départ, sur les deux volets, formation et accompagnement, a été soutenue par le ministère de l'Agriculture, avec l'idée que ce soit une action un peu à caractère démonstratif qui puisse alimenter et nourrir la réflexion nationale. Au début, Peut-être te présenter d'abord. Je vous salue tout le monde. Je m'appelle Mamre de Massenzac, animateur de Jeunes Paysans, aux équipes de la coordination qui travaille avec Michaïna et Christophe au niveau de la coordination du collège et en collaboration étroitement avec les conseillers agricoles qui s'occupent vraiment de l'accompagnement direct avec les jeunes sortants. C'est un processus, c'est une démarche d'appui à de l'insertion à l'installation de jeunes paysans. Une petit rappel statistique, c'est comme Michel a dit tout à l'heure, il y a 300 jeunes environ de finir leur formation et actuellement c'est 280 jeunes accompagnés au total et de 220 jeunes qui ont bénéficié d'une subvention pour démarrer leur projet. Le conseil post-formation, c'est un appui directement aux jeunes pour démarrer leur activité. Mise en place d'un conseiller par collège qui accompagne de 50 à 60 jeunes, c'est-à-dire des conseils de proximité et d'aider les jeunes à démarrer leur activité avec des coups de pouce en dotant des matériels de production environ le coût de l'accompagnement, c'est autour de 5 000 € par conseiller par an. L'octroi de dotation, c'est pour aider les jeunes à démarrer leur activité et avec des comités d'octroi qui valident et décident l'obtention des jeunes de ces dotations. Les demandes éligibles, c'est plutôt les petits matériels agricoles, matériel de construction et des cheptels. Et surtout, ces dotations, c'est en nature et non pas en espèces. Et c'est le conseiller qui s'occupe de tout ce qui est procédure et l'achat et la remise de la dotation aux jeunes. Le montant total de la dotation, c'est autour de 275 € par jeune et une fois dans tout l'accompagnement. Et la durée de l'accompagnement, c'est 3 ans d'une manière dégressive et avec des visites sur terrain, des échanges et des dialogues avec les parents. La mission du conseiller, c'est plutôt d'accompagner les jeunes sur la partie technique avec des conseils, des recommandations et pour
souhaitent bénéficier d'une dotation, il y a des demandes de jeunes qui est plus ou moins leur projet en 3e année. Et on a révisé, reprendre le projet et analyser, et puis de finaliser une demande pour avoir la subvention, et avec des remises officielles au niveau du centre. Au début, c'est un peu individuel, l'accompagnement, mais vu le temps et l'expérience, on a rencontré des problèmes sur la partie sociale, les problèmes familiales, et après cela, on améliore la démarche et on met en place l'animation des groupes. Et cette animation des groupes, c'est fait au niveau local, avec des échanges formels entre les jeunes, pour favoriser les jeunes en difficulté de s'échanger un peu avec les autres, et on a des progressions. Et au niveau régional, c'est organisé avec les conseillers une rencontre régionale en invitant tous les jeunes qui sont dans l'activité, c'est-à-dire mettre en œuvre leurs projets, subventions ou non. L'important, c'est qu'ils font des activités agricoles, et autour de 30 jeunes par an. Et on fait des animations, des échanges techniques et des discussions sur la vie associative. Et après les échanges au niveau régional, il y a des rencontres nationales avec des représentants par collège, autour de 20 jeunes au total, avec les 4 conseillers de 4 collèges. Et c'est une animation de groupe avec des visites, avec des rencontres avec la profession. Pour cette année, autre chantier aussi, c'est le renforcement des jeunes sur la leadership, qui a été un renforcement au niveau collège. C'est 10 à 15 jeunes pour devenir des futurs leaders, et des possibles d'animer et de partager leur expérience au niveau local ou au niveau territorial. Quelques photos d'illustration, c'est les regroupements au niveau du collège, des visites des champs et des échanges au niveau local, et quelques représentants au niveau régional sur le regroupement. On a remarqué un peu aussi que la dotation, c'est une fois dans tout l'accompagnement, et les projets des jeunes a besoin d'une évolution. Et le conseiller aussi a une mission de mettre en relation avec les autres partenaires, comme les services agricoles et des autres partenaires qui travaillent dans les régions. Et surtout aussi de l'accompagner les jeunes sur d'autres besoins d'aide financière, par exemple la contractualisation avec les microfinances. Au niveau régional ou national, on a l'émergence du politique d'installation, qui veut dire qu'il y a de mise en place des fonds régionaux qui aident les jeunes pour la mise en œuvre du projet. Il y a aussi le renforcement des capacités des fédérations régionales, parce que la collège agricole a mis en place avec la profession. Il y a aussi des échanges entre la profession et la jeune sortant. Sur la partie partenariat, il y a aussi des avancements, des discussions sur la partie financement des jeunes paysans. Il y a des initiatives des microfinances
à réfléchir des procédures spécifiques aux jeunes. C'est encore une discussion, mais ça déjà de quelque chose de très important pour les jeunes. Dernier point, c'est la participation de FIFATA, c'est-à-dire la profession dans la commission insertion et installation des jeunes ou à la politique nationale sur la formation agricole et rurale. En résumé, c'est d'après l'expérience depuis 2009, c'est une tendance, mais non pas vraiment des formules, mais c'est la tendance des parcours des jeunes. En première année, c'est l'obtention de dotations pour les jeunes qui ont besoin. Et à partir de cela, il y a des animations de groupe, comme j'ai dit tout à l'heure, des échanges au niveau local, régional et national. Et en troisième année, on estimait que les jeunes sont bien déjà expérimentés, d'avoir la capacité d'animer, de partager avec les autres paysans. C'est qu'on a proposé des renforcements sur le leadership. En quatrième année, la majorité des jeunes qui ont déjà adhéré à un groupe de producteurs qui sont déjà existés ou de créer à leur initiative leur association. Et un dernier point, c'est que comme objectif de FIFATA, c'est former des jeunes leaders professionnels et surtout de prendre le relais sur la partie organisation paysanne agricole. Et c'est à partir de cette cinquième année que les jeunes prennent des responsabilités au niveau régional. Quelques activités des jeunes, surtout des élevages à cycle court, engraissement porc, élevage poulet gâche, un peu de culture maraîchère et de riziculture. L'activité est choisie par les jeunes, même en fonction de leur situation familiale, leur contexte régional. Et en général, les choix, c'est en fonction de leur situation familiale sur la partie foncier, la possibilité le moyen financier aussi. Quelques chiffres clés, c'est actuellement, c'est 95% des jeunes sont dans les activités agricoles. Des jeunes sortants au total. Et en même temps, il y a des autres activités comme la prestation santé animale sur la vaccination. Il y a aussi comme j'ai dit tout à l'heure, renforcement de jeunes aux paysans voisins. Il y a des jeunes comme paysans formateurs et qui accompagnent quelques paysans. Et aussi des activités extra, c'est commercialisation des activités commerciales comme l'épicerie ou la vente des produits de première nécessité au niveau local. Sur la partie financement, on a besoin de fonds pour le fonds de démarrage que les jeunes ont besoin, c'est autour de 600 €. Les sources de financement pour démarrer leur projet, il y a de l'apport des jeunes avec leurs parents, la dotation du collège et d'autres comme les prêts aux IMF, au Institut Microfinance. Par rapport à cette source de financement, c'est 5% qui ont fait la prêt avec les microfinances
entre 100 et 300 euros à 6 à 12 mois. Et on a estimé à 20% des jeunes sortants qui sont autonomes dans leur gestion d'exploitation et surtout dans leur partie financière. Dans le domaine foncier, c'est un peu limité, 0,5 ou 0,8 hectares de l'exploitation sur l'agriculture. Cet chiffre, c'est en fonction du contexte de l'agriculture à Madagascar. Une possibilité d'extension jusqu'à 3 hectares, mais en fonction de l'évolution de l'activité, et surtout dans l'agriculture. Et il y a, en fonction de ce contexte, une migration pour avoir des terrains disponibles. C'est autour de 5% des jeunes qui sont déjà formés et sortants qui migrent dans un autre territoire. Pour la vie associative, c'est 25% des jeunes qui ont impliqué dans le groupe informel ou formel en partenariat avec la profession. Et il y a de 9 associations qui ont déjà créé à l'initiative des jeunes. Même s'il y a des problèmes rencontrés et des difficultés, en général, c'est vraiment, on a la motivation des jeunes après la formation et en émo, ils sont très fiers d'être paysans. Et merci à vous et on a pour des éventuelles questions. Donc on a fait volontairement un peu court pour laisser du temps aux questions. Question de détail, s'il vous plaît. Christian Fusilier de l'Agence française de développement. À propos des 95%, vous avez indiqué que 95% des projets sont mis en œuvre. Est-ce que c'est à partir de la création du premier collège en 2004, c'est ça? 2003. 2003. Donc depuis 2003, 95% de ceux qui sont sortis de la formation ont mis en place un projet. C'est ça que vous dites? Ouais, les premières promotions sont sorties en 2007. D'accord. Et il y a eu combien de sortants au total? 320 aujourd'hui, 400 d'ici 3 semaines. D'accord. Ok, merci. C'est dans l'activité agricole surtout, et il y a des projets ou d'autres activités secondaires, mais dans le domaine agricole. Sur la vidéo, c'est quelques images qu'on a prises des collèges et des jeunes sortants. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Malik Ndiaye, un ex-étudiant de l'IRC qui est sénégalais. Et donc j'avais 2 questions à poser. D'abord, après vous avoir félicité sur la clarté en tout cas de la présentation. Et la première question, c'était quand vous dites que les parents participaient. J'aimerais savoir à quelle hauteur, si c'est une participation en espèces ou en nature et comment. C'est la première question. La deuxième question, c'est la formation de la FIFATA. Bon, j'ai vu que ça a été créé en 1989 et je voulais savoir quelle a été l'impulsion. Comment elle a été formée. Si c'est FERT en 1986 qui vous a aidé à former, ou bien c'est l'initiative est venue de la base. Voilà, merci. Je te laisse répondre à la première question et je réponds à la deuxième, peut-être. D'accord. Donc, FIFATA a été créé sur la volonté des paysans malgaches, parce qu'en 89, 86, 89 aussi, l'État a commencé à se désengager des activités de production, parce qu'avant ça,
Dans le régime à Madagascar, c'était encore des sociétés d'État. La production, c'était donc 89, 90. C'était le désengagement de l'État dans les activités de production. Donc l'État attendait que les paysans, les agriculteurs prenaient eux-mêmes leur destin à travers la création d'organisations paysannes. Donc c'est de cette volonté-là qu'est né FIFATA, avec bien sûr l'appui méthodologique de FERT, qui a eu l'expérience de l'agriculture française. Qui était déjà en place, qui représentait 500 paysans sur 2 régions, à Mouroudmani et Vakinankarach, pour ceux qui connaissent Madagascar. Et FERT est intervenu à Madagascar à la demande du ministère de l'Agriculture, au départ sur des questions d'arboriculture, avec ses 500 paysans. Et après 3 ans de travail avec ces paysans, cette association est devenue FIFATA, et FERT, depuis 25 ans, donc, a travaillé avec FIFATA, avec, vous imaginez, en 25 ans, un certain nombre de projets qui ont permis de passer de 2 à 11 régions aujourd'hui pour FIFATA. Et avec le tournesol FIFATA, comme il l'appelle, que Micène avait projeté tout à l'heure, donc la création de différents services. Celui qui est le plus visible à Madagascar, c'est les SECAM aujourd'hui, puisque c'est 180 caisses de microcrédit qui sont aujourd'hui autonomes de FIFATA et FERT. Mais disons que la méthodologie, ça a toujours été créer des services qui se sont autonomisés après. Voilà, donc c'était existant et ça a grandi avec l'appui de FERT. Et la première question sur la participation des familles. La première question, c'est l'apport des parents. C'est vraiment très important pour les jeunes. Premièrement, c'est par rapport à leur âge à la sortie du collège. C'est autour de 18 à 20 ans. C'est encore très jeune. On a besoin d'appui des parents. Et surtout sur la partie financière, avant la dotation, on a mis quelques recommandations de l'apport du jeune, surtout sur la construction, s'il s'agit de l'élevage ou de préparation du sol, s'il s'agit de l'agriculture. Et surtout sur les fonciers, les jeunes n'ont pas de terre à cultiver, c'est leurs parents qui ont laissé une partie de parcelle pour que les jeunes démarrent leur projet. Et c'est vraiment de placer important l'appui des parents et de ces familles pour l'évolution du projet des jeunes. C'est plutôt apport nature. Alors, nous avions... pardon. Vous avez c'est fini. Alors, autre question? Merci beaucoup pour cette présentation, Liora d'Interréseau. J'ai 2 questions sur les chiffres clés que vous avez présentés. La première sur les 20% autonomes socialement et indépendants financièrement. Est-ce que vous avez... est-ce qu'on retrouve des similarités ou des profils communs sur ces 20%, par exemple en termes de choix de culture ou d'élevage ou de surface cultivée ou notamment d'implication dans un groupement, est-ce que ça a un impact? Et ma deuxième question, c'était sur les 5% qui contractent un microcrédit. Je voulais savoir si vous aviez un peu des données sur le remboursement de ce crédit, si c'était facile ou pas, et aussi savoir pourquoi est-ce que c'était pas plus que 5% qui contractaient un microcrédit et s'il y avait des actions pour que ce soit plus que 5%. Merci. Pour les 20% qui sont autonomes, il y a beaucoup de facteurs. De la possibilité d'extension, surtout la situation familiale des jeunes, qui c'est vraiment des impacts forts sur leur activité. Il y a aussi
Donc les 20% sont indépendants de leur famille, donc sont leur propre terrain et ne dépendent plus de leur famille. Un élément déterminant, c'est le mariage. Ouais, ils sont mariés. Et par rapport à la deuxième question, c'est à Madagascar, les crédits, c'est quelque chose que les Malgaches ont peur de faire des crédits. Et c'est vraiment une limite. La deuxième, c'est les jeunes qui n'ont pas de garantie. Et la troisième, c'est leur âge qui n'a pas encore accès au crédit qu'à 21 ans. Donc peut-être je me permets de compléter la question là, parce que vous nous avez dit tout à l'heure les SECAM, fleurons de FIFATA. La microfinance, bon, on sait que les SECAM, c'est aujourd'hui le réseau qui est une référence à l'échelle internationale en termes de crédit à l'agriculture, vraiment. C'est de la microfinance qui finance de l'agriculture, ce qui est vraiment très très rare. Comment ça se fait qu'on n'ait que 5% là? Donc, d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les structures se sont tous autonomisées. Donc, les SECAM, pour pouvoir s'autonomiser, devaient d'abord en priorité travailler sur réduire leurs risques et que leurs membres puissent rembourser les crédits. Donc, on dit, hein, ils n'étaient pas au début intéressés vraiment à donner des crédits aux jeunes, justement pour survivre. Mais actuellement, donc, il y a beaucoup de discussions avec eux depuis un an maintenant pour travailler justement sur un produit spécialisé, pour un produit financier spécialisé jeune, comme on l'a montré sur le diapo. Donc ça avance, c'est en relation avec le FRDA, Fonds régional de développement agricole, qui va justement apporter à SECAM cette garantie que le jeune ne peut pas donner. Donc actuellement, avec l'émergence de la stratégie nationale agricole à Madagascar, donc les acteurs sont plus prêts qu'il y a 10 ans à se retourner vers les jeunes. Il faut du temps pour... Oui, je pense qu'il serait intéressant demain matin dans l'atelier financement de creuser ces processus. Mais c'est que la réponse est peut-être dans la question précédente. Comme il y en a 80% qui ne sont pas autonomes, c'est peut-être les parents qui ont le crédit. C'est possible aussi. Ouais. Et, enfin, pour moi qui sont là depuis 2 ans, j'étais là un peu avant eux du coup dans l'action. En 2009, quand on a démarré l'accompagnement post-formation, on avait un projet avec 3 volets, le conseil, les conseillers, les dotations et faciliter l'accès des jeunes au microcrédit. J'ai rencontré avec des paysans, des élus de FIFATA, etc. On a rencontré les responsables du NICECAM, enfin le réseau SECAM. Le réseau TIAV aussi, qui est un deuxième réseau de microfinance. Comme le disait Micène, ils n'avaient pas envie du tout de se lancer dans du microcrédit pour les jeunes. Hein. Ce n'était pas du tout leur préoccupation. Et parallèlement, on ne sentait pas chez les jeunes qu'on commençait à accompagner avec les conseillers une forte motivation pour aller vers le microcrédit non plus. Donc finalement, on a assez vite mis ce volet de côté. En plus, on avait un premier projet qui était que sur 2 ans, donc il y avait déjà suffisamment à faire avec les dotations et les conseils. Donc on a abandonné. Par contre, on a quand même accompagné, enfin les conseillers ont quand même accompagné les 5% de jeunes là, qui, eux, souhaitaient aller vers du microcrédit. Les ont aidés à pousser la porte de l'agence, mais il n'y avait pas de facilité d'accès. Ils ont accédé au même crédit que les autres paysans, quoi. Donc souvent avec une caution de la famille. Voilà. Et là, si le chantier a redémarré, c'est que il y a des jeunes maintenant, comme le disait Bertrand, qui commencent à être autonomes et qui ont de nouveaux besoins de financement. Et d'un autre côté, il y a aussi SECAM avec
un peu la pression de FIFATA, mais aussi la pression des bailleurs, ils nous l'ont dit. L'AFD, le FIDA, tout le monde les encourage à aller vers le financement de l'installation des jeunes. Donc c'est ce qui fait aussi qu'ils ont envie de tester un produit, quoi. C'est 3-4%. À Madagascar, mais pour les jeunes, on est en discussion actuellement, donc on ne peut pas encore dire. Et bon, ce sera vraiment facilité pour que le jeune puisse bien démarrer. Je sais pas, à Madagascar, il y avait un discours qui disait qu'il ne fallait pas de taux bonifiés, donc je ne sais pas si on ira vers des taux bonifiés. C'était plutôt vers la garantie alléger les besoins en garantie. Et pour les 5%, il y a de l'engagement moral du conseiller. C'est le conseiller qui va présenter la présence des jeunes auprès des instituts microfinance. Il y a aussi l'accord des parents sur les garanties. C'est vraiment des engagements. Juste une petite précision sur les chiffres qu'on vous a montrés. Là, c'est un retour d'enquête qui est vraiment très récent, qu'on a accéléré avec l'atelier, qui était initialement prévu pour être dépouillé en juillet. Donc on n'a pas eu toutes les remontées des fiches d'enquête. Et donc ce sont des premiers éléments, il faut les prendre comme ça. On aura des données plus précises dans les mois qui viennent, je pense. Ok, merci. Je trouve là qu'on a deux expériences. Avec une entrée ouverte, on recrute des jeunes dans le territoire. On ne les fait pas entrer par un couloir formation professionnelle, organisation professionnelle. On laisse qu'ils fassent leur choix et à la fin, ils entrent ou pas dans les organisations professionnelles. Et un couloir qui est manifestement orienté organisation professionnelle, ça veut dire qu'on prépare. Je m'excuse, je crois qu'on prépare les futurs membres de l'organisation professionnelle. Donc, je crois que ces deux chantiers, on a vraiment intérêt à les suivre bien pour voir au niveau de l'insertion, au niveau de la valeur ajoutée sur ces deux options de préparation du capital humain. Ce n'est pas vraiment les mêmes portes, mais on se rend quand même compte qu'on se serait attendu à ce que la caution solidaire liée à l'organisation percole en termes de confiance davantage pour la microfinance. Ça ne semble pas tout à fait le cas. Là-bas, ils refusent les jeunes en disant qu'ils sont jeunes, ils sont trop de risques. On se serait attendu que comme ils entrent par une porte formation, organisation professionnelle, il y a une espèce de solidarité autour et que ça pourrait être plus de garanties. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on regarde ces deux chantiers pour voir comment ils peuvent mutuellement s'enrichir. Parce que là, on est dans... Le cas à FOP, c'est une entrée open, comme disent les anglophones. On recrute les jeunes, on leur dit pas d'aller dans tel ou tel couloir, on les accompagne, ils prennent les décisions et ils peuvent finir ou pas dans une organisation professionnelle. Mais dans ce cas-ci, il y a quand même une culture organisation professionnelle à la base. Et on voit aussi, est-ce qu'ils vont y rester dans les organisations? Est-ce qu'ils vont quitter? Je crois que c'est en ce sens que je trouve que les deux études de cas doivent être dans le cadre de nos actions futures. Regarder de trop près pour voir un peu qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Voilà. D'accord. Donc on a là une première ligne dans notre agenda recherche. Rappelez, vendredi après-midi, on a une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Regardez de près ces différents processus. Donc là, Pierre Blaise vient de nous décrire en fait une grille d'analyse déjà des deux contextes. Dans cette grille d'analyse, je pense qu'il faudrait rajouter vraiment le positionnement des organisations paysannes. Qu'est-ce qu'une organisation paysanne aujourd'hui au Cameroun? Qu'est-ce que cette organisation FIFATA à Madagascar? Je pense que les contextes sont quand même assez différents, assez contrastés, et donc ça, dans la grille d'analyse, ça sera vraiment à rajouter.
Effectivement. Et peut-être autre point aussi de commentaire, je pense qu'on pourrait longuement développer, et peut-être qu'on en aura l'occasion demain matin dans l'atelier sur les aspects financiers, sur les liens entre les institutions de microfinance et les organisations agricoles, sachant que là, on est dans une situation où on a une organisation de microfinance créée par une organisation agricole, mais qui ensuite s'est largement autonomisée, a tracé sa route, avec une logique qui est une logique d'institution de microfinance, mais restant quand même très ancrée dans l'agriculture, mais ne gardant pas forcément des liens très très forts avec son organisation mère, FIFATA. Donc des éléments qu'on pourra rajouter. Alors, il y avait d'autres questions. Khadija. Merci. J'ai noté que par rapport aux activités, 95% des projets mis en œuvre, les 2/3 sont dans la production animale. Est-ce un choix stratégique? C'est le marché qui a dicté cette orientation, ou bien c'est le projet, c'est les contraintes liées à l'accès au foncier, ou bien c'est les réalités culturelles? Je voudrais savoir. Merci. C'est plutôt du contexte. En général, c'est le Malgache. On mangeait 3 fois du riz par jour. Si on regarde la réalité, c'est logique. Les jeunes doivent cultiver du riz, mais ce n'est pas ça la réalité. Il y a des choix du jeune il y a des études qu'il fait avant la sortie du collège sur leurs projets, études technico-économiques, avec des rentabilités économiques, des marges il a gagnées. Et l'autre, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des problèmes fonciers. C'est très peu c'est limiter l'accès au foncier, avec des petites parcelles. Il y a des difficultés entre l'extension et la production aussi. C'est quoi? La pénibilité. Est-ce qu'ils se tournent vers l'élevage parce que l'agriculture est trop difficile? Non, c'est pas ça, mais c'est lié à la contexte régional ou local. Anne-Laure. Anne-Laure Roy, je travaille au FIDA actuellement. Moi, j'avais une question par rapport à la composition des comités qui statuent sur les dotations. On a vu le cas au Cameroun. Je voulais savoir, vous, de votre côté, comment ça se passe. Le comité présenté de l'équipe de coordination, les conseillers agricoles, les directeurs du collège et les formateurs concernés. Si c'est activité élevage, il y a présence de responsables formation production animale. Ici, agriculture, c'est les responsables de production végétale, représentants de la profession. Il y a des comités représentants du conseil d'administration. Et en moyenne, c'est 7 personnes qui assistent à la présentation du jeune, posent beaucoup de questions et qui prennent ensemble la décision de valider ou ajourner, comme disait Pierre Blaise, ou mettre des recommandations. Alors, oui, merci. Donc Christian Fusilier, AFD. C'était une question liée à l'économie de la formation. C'est pas seulement pour vous, c'est une remarque un peu générale. On parle peu en fait du coût de la formation. Combien ça coûte, compte tenu de la condition de tel ou tel programme, de donner une formation professionnelle et un accompagnement à un jeune jusqu'à ce qu'il s'installe, qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas par la suite. Est-ce que ces coûts-là, qui sont souvent très difficiles à estimer,
diminue avec le nombre, c'est-à-dire plus on augmente le nombre de personnes formées, est-ce que ça baisse ou pas le coût moyen? Est-ce que ça c'est vrai ou pas vrai? Est-ce qu'il y a des risques de baisse qualité au-delà d'un certain nombre de personnes formées? Et puis, qui prend en charge ou devrait prendre en charge les coûts de la formation et de l'accompagnement si on raisonne vraiment sur du long terme, notamment l'argumentaire qui consiste à mettre en évidence l'intérêt pour l'État à le faire en considérant que c'est un investissement rentable, qu'au contraire c'est un risque s'il ne le fait pas. Et donc cette dimension économie de la formation agricole est souvent peu prise en compte dans les programmes. Donc c'était juste pour peut-être dans le cadre d'un atelier demain, si ça pouvait être abordé. Vendredi matin, dans l'atelier sur formation-insertion, c'est des questions qu'on va reprendre. Et donc, je pense que la question de l'économie de ces dispositifs, et en particulier l'économie de la formation, reviendra sans aucun doute dans la discussion. Mais ça mériterait un atelier à part entière, je pense. Certes. Vous souhaitez répondre sur... Oui, pour les collèges, la partie formation, on estime actuellement que pour former un jeune dans un collège, il nous faut 450 € environ par jeune par an. Parce qu'ils sont un système d'internat, donc tout compris, tous les charges compris. Pour un an. Pour 3 ans. Par 3 ans. L'accompagnement, c'était écrit tout à l'heure. Les chiffres, nous, on est complètement transparents. Les débats sur les questions de l'économie de la formation, on est tout à fait ouverts. L'accompagnement, le budget d'un conseiller, c'est 5 000 € par an. Pour 50 jeunes accompagnés, grosso modo, donc 100 € par jeune pour une année. Le conseiller, peut-être tu peux expliquer. Pour le budget du conseiller, c'est 5 000 € par an. Et quand on raisonne dans 3 ans de l'accompagnement avec la subvention, les coûts de fonctionnement du conseiller, et on arrive à 660 € par jeune. Pour 3 ans. Avec l'accompagnement et les coûts de subvention. Ça fait 260 € de dotation, 100 € par an d'accompagnement du conseiller, et le reste, c'est les frais de rencontres régionales, etc., qui sont un petit peu aidés pour se déplacer. Mais qu'est-ce que je voulais rajouter? Je ne sais plus, j'ai perdu. C'est pas grave. Oui. Je crois que la question est beaucoup plus complexe qu'elle n'apparaît. Parce que les coûts bien faciles, on peut donner les coûts que l'institution qui promeut la formation arrive à déployer. Mais lorsque vous entrez dans une formation en alternance, en phase d'alternance, le référent devient un co-formateur. Et comment évaluer sa contribution en termes de coût? Or, c'est un vrai coût. Il héberge les jeunes, il fait de la formation, mais en retour, les jeunes aussi produisent du travail chez lui. Donc, il y a une lecture de coût tellement complexe parce qu'il faut complètement la mailler. On a voulu mettre un étudiant dedans, je vous assure que coût direct et coût indirect, je crois que quelqu'un l'a dit au matin, ça commence à être des choses extrêmement complexes. Bon. Maintenant, quand on va les ajouter avec l'insertion, et qu'on part sur l'hypothèse, et il a justement évoqué, que l'insertion va être en bout de chaîne le retour sur l'investissement, un investissement sur une vingtaine d'années et autres, et comment on calcule ce retour sur l'investissement? Je crois que ce dossier d'économie de la formation et de l'économie de l'insertion mérite véritablement que les chercheurs et les étudiants s'y penchent. Ce n'est pas aussi simple que ça. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Micène parlait de 450 €. En fait, c'est 450 € de subvention. Le budget est plutôt de 500 € par jeune. 50 €, c'est ce que le collège arrive à avoir en ressources propres par la vente des produits d'exploitation, la participation des familles, etc. Et sur les 500 €,
Nous, on a 5 ou 6 postes dans les budgets des collèges, je ne sais plus, 5 ou 6 lignes. En gros, la moitié, 50% aujourd'hui, c'est le salaire des formateurs. Et les autres 50%, c'est la cantine, l'exploitation agricole, les déplacements pour le recrutement, pour le fonctionnement normal du collège, et les fournitures, enfin tout ce qui a besoin, l'eau, etc. C'est ça. Alors, on me faisait très judicieusement remarquer qu'il faut absolument qu'on ait le micro parce que nous sommes en streaming. Donc, j'imagine qu'on nous écoute à travers le monde. Donc, il faut vraiment le micro pour que ceux qui nous écoutent à travers le monde puissent participer à l'ensemble de la session. Pardon, excuse-moi, Pierre. Alors, je retourne à Carole. Merci. Donc, Carole Lambert de Montpellier Supagro. J'aurais des petites précisions à demander. Donc, vous avez dit les élèves qui sont dans le collège sont les fils et filles des membres des OP ou des paysans. Donc, vous avez dit les deux. Donc, c'est juste pour préciser quel est le lien vraiment avec les membres des OP. Une question par rapport à... vous avez dit un conseiller pour 50 à 60 jeunes. Et je voulais savoir comment vous évaluez ça. Est-ce que c'est suffisant? Comment le conseiller s'en sort dans ce suivi? Et je suis aussi frappée par l'âge en fait des jeunes. Donc je pense que c'est très en lien avec ce qu'on discutait aussi autour de l'autonomie, etc. Mais c'est vrai que quand on voit les images aussi, c'est clair que par rapport à ce qui se passe au Cameroun, on a dit qu'ils avaient entre 18 et 35 ans. Là, on voit bien qu'ils sont clairement l'âge de rentrer au collège, en fait, 6e. Donc voilà, je voulais aussi savoir quel est votre retour d'expérience par rapport à cet âge qui me paraît jeune pour faire un projet professionnel et du coup tout ce qui s'ensuit autour de l'autonomie, du crédit, etc. Merci. Pour la première question, je disais que les collèges ont été mis en place au début à la demande de FIFATA. Donc FIFATA voulait que les fils et les filles de ses membres d'abord, au début, accèdent à une formation de qualité sur l'agriculture pour qu'ils ne répètent plus les erreurs qu'ils ont fait et le manque d'expérience qu'ils ont, quoi. Parce que si vous avez vu l'historique, donc FIFATA a déjà travaillé 10 ans sur les aspects, tous les autres aspects, le service aux paysans, avant de se rendre compte que en fait, ils travaillaient dans l'urgence, quoi, les paysans en activité, mais qu'il fallait aussi, pour éviter le coût que ça prend, de préparer la relève pour que ça avance plus. Donc au début, c'était surtout les élèves au collège étaient des fils et filles des membres, mais actuellement, 10 ans après, on s'ouvre largement à tous les fils et filles d'agriculteurs de la région concernée. Les collèges agricoles étaient au départ avec des membres des organisations paysannes de FIFATA dans les conseils d'administration. Aujourd'hui, la plupart des conseils d'administration sont ouverts à des élus ou des élus paysans d'autres organisations paysannes qui ne sont pas forcément membres de FIFATA. Ensuite, c'est le nombre de jeunes par conseiller. Par rapport au nombre de conseillers, au début, c'est en fonction des jeunes. C'est pour cela qu'on a libéré un peu les jeunes en troisième année d'accompagnement. Et on passe de les orienter dans des structures locales qui travaillent dans le développement agricole. Et aussi, il y a des ONG ou des entités qui font des accompagnements dans des structures comme l'association des producteurs. Et
on a orienté les jeunes vers ça, mais en général, c'est plus ou moins un conseiller, c'est vraiment sur la suivi de près de ce jeune dans les 3 années, mais avec des visites dégressives, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. En première année, c'est 3 ou 4 visites dans une année, et la 3e année, c'est 1. Où il y a aussi le développement des animations de groupe. Et c'est pour cela que c'est pour une méthodologie d'accompagner les jeunes en dehors de 3 années d'accompagnement. Oui, sur l'âge. La question sur l'âge, oui. Justement, sur l'âge, c'est depuis 12 ans, c'est un débat. Donc, c'est pourquoi choisir d'entrée, l'âge d'entrée des collèges, c'est cet âge-là, parce que FIFATA, l'idée derrière, c'était qu'on voulait vraiment commencer assez tôt pour que le jeune puisse être au top quand qu'il aura 25 ans, quoi, et de vraiment influencer dès le jeune âge, apprendre aux jeunes vraiment les grands principes, les techniques de base, pour qu'ils puissent avancer à commencer plus tôt pour être plus performant à l'âge à 25 ans, quoi. Donc c'est toujours un débat, on nous dit toujours ça, mais je pense que c'est un choix stratégique de FIFATA pour induire vraiment le changement dès le jeune âge. Et ça peut être critiquable, hein, mais bon, nous on dit que c'est le choix de FIFATA, donc on le fait comme ça. J'attends que le monsieur me mette le micro. Le point de départ, c'était monter le niveau de compétence des jeunes en milieu rural et offrir une alternative de formation à des jeunes qui, sinon, quittaient l'école et retournaient sur l'exploitation familiale. Même si l'idée, c'était que ces jeunes reviennent vers l'agriculture et s'installent en agriculture, c'était pas le point de départ, c'était pas une formation pour ensuite installer des jeunes immédiatement. Alors, ça peut paraître incohérent parce qu'on a démarré un dispositif d'accompagnement post-formation avec les jeunes qui sortaient des collèges. Mais bon, il faut bien initier des dynamiques. Et donc, on a démarré l'accompagnement avec les jeunes qui souhaitaient l'accompagnement. Ça n'a peut-être pas été suffisamment dit, mais l'accompagnement, c'est sur la base du volontariat. Les jeunes qui ne veulent pas être accompagnés ne sont pas accompagnés, quoi. Mais en 2003, c'était vraiment offrir une formation de qualité à des jeunes du milieu rural qui quittent l'enseignement primaire ou en 6e ou 5e le collège parce que le collège est trop loin et qui retournent travailler sur l'exploitation familiale sans avoir appris l'agriculture, quoi. Et c'est que dans un deuxième temps où on s'est préoccupé des questions d'installation. Et pour nous aussi, quand le jeune finit les 3 années, il revient sur l'exploitation familiale et l'accompagnement, c'est la suite de la formation. Pour nous, on accepte les risques, on accepte qu'il fasse des erreurs et on dit qu'il apprend encore pendant les 3 ans accompagné par le conseiller. Le conseiller est là pour lui conseiller sur la partie technique, la gestion. Donc nous on dit que c'est la suite de la formation. On ne dit pas que durant les 3 ans, le jeune va tout de suite s'installer et être indépendant. Donc on attendra le mariage et on espère que développer un autre accompagnement pour lui à ce moment-là où vraiment il va se lancer en tant que professionnel autonome. Monsieur Koné.
Koné Siaka, le directeur de l'École supérieure d'agronomie en Côte d'Ivoire. Okay, donc, je voulais poser une question sur les parcours de formation. Je voulais savoir, comparativement à ce qui se passe au Cameroun, est-ce que c'est les jeunes qui influencent finalement la mise en œuvre des parcours, ou bien est-ce que ces parcours sont déjà figés, comme la plupart des écoles, hein. Est-ce que ces parcours sont figés? Comment est-ce que vous prenez en compte les besoins du marché pour donc modifier éventuellement les parcours de formation des différents étudiants, des différents élèves que vous formez? L'autre question, c'est au niveau du besoin en fonds pour le démarrage. Je vois que c'est 600 €, alors qu'il y a un accompagnement moyen de 275 € par jeune, je pense. Hein. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que vous avez fait une étude pour voir à peu près le coût minimum de mise en place d'un projet agricole viable au niveau de Madagascar, pour voir à peu près, puisqu'on voit déjà à peu près le gros lot des élèves dans quel type d'activité ils vont. Donc on pourrait éventuellement mener une étude pour voir, parce que bon, je trouvais que 275 €, je trouvais ça un peu faible, quoi. L'autre chose aussi en observation, c'est déjà un taux d'intérêt de 3 à 4% en microcrédit. Bon, je dis franchement, comparativement à l'Afrique de l'Ouest que nous connaissons, nous sommes à des taux minimum de 12%. Donc, je dis 3 à 4% d'ailleurs, vraiment, pour moi, c'est déjà très incitatif. Et donc, si en dépit de cela, vous n'entendez pas? C'est par mois, hein. 3 à 4% par mois. Oui, mais bon, chez nous, c'est autour de 12%, hein, sincèrement. Comment? Par mois? L'année. Bon, donc si on ramène... Bon, ok, d'accord. Bon, donc c'est bon. Ok, donc on se retrouve à peu près au même taux. Donc, effectivement, si c'est ces taux-là, bon, je pense que demain, dans le cas des financements, on en parlera. C'est vraiment contraignant. C'est contraignant pour des producteurs et même contraignant pour des gens qui ont un salaire plus régulier. Merci beaucoup. Merci. Sur l'évolution, l'adaptation du parcours de formation, tu vois pas? Est-ce que le parcours de formation, il évolue en fonction des jeunes? Est-ce que le parcours de formation est différent en fonction des jeunes? En fait, le parcours de formation est évidemment globalement le même pour tous, si j'ai bien compris la question. Hein. Ce qui est individualisé, on va dire, c'est l'accompagnement au montage de projet. Chaque jeune monte son projet en fonction de sa situation, de son contexte, de son projet professionnel. Donc là, il y a un accompagnement individualisé là-dessus. Après, pour l'instant, toute la formation est en tronc commun, si on peut dire. Il n'y a pas de spécialisation pour certains jeunes. Par contre, il y a des adaptations régionales. Certains collèges vont travailler certaines filières agricoles, d'autres ne vont pas les travailler, quoi. Voilà. Il y avait d'autres questions? Non, la finance, c'est bon. Vous aviez une question? Autre question? Oui. Ah, si, ouais, il y avait une question sur le montant des dotations. Donc, en fait, les 600 €, c'est ce qu'un jeune a besoin pour démarrer son activité quand il sort du collège. C'est pas c'est pas un fonds pour créer une exploitation autonome, hein, on est bien d'accord. Et là-dessus, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de travaux qui ont été menés à Madagascar. On en revient à ce que disait M. Folio ce matin aussi sur le revenu décent. On discutait tout à l'heure avec la personne de l'AFDI, Réseau Sous aussi s'interroge sur ces questions-là. C'est des sujets sur lesquels les organisations paysannes se questionnent, et donc les agri-agences qui les accompagnent aussi se questionnent actuellement à Madagascar, mais on n'a pas vraiment de référence pour l'instant. Excusez-moi de reprendre le micro, parce que je pense que je suis resté un peu à ma fin sur ma première question. Je pense que vous n'avez pas répondu à la question. C'était de savoir la participation des parents au niveau du coût de la formation, en pourcentage ou bien en termes de montant, s'il vous plaît. C'est bien vrai que après demain on va reparler, mais... Donc les parents participent, il y a une participation des frais de scolarité, environ 1 € par mois. Donc pour les 10 mois, 10 € par an et 30 pour les 3 années. Et le riz que le jeune consomme durant sa scolarité, je
Je ne sais pas comment ils 20 kilos par mois. 20 kilos par mois de riz. Donc 200 kilos par an, grosso modo, de riz apporté par les familles. Ce qui n'est pas négligeable pour beaucoup de familles. Sachant que le budget riz n'est pas valorisé dans les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, hein, c'est en plus. Bonjour, Mina Namdar, je travaille au ministère de l'Agriculture du Chili. J'aimerais savoir si dans les formations, il y a un accent particulier sur tout ce qui est processus de valeur ajoutée, transformation des produits et commercialisation, pensant que je ne connais pas du tout Madagascar, mais je suppose que comme dans beaucoup de pays, l'accès au foncier est toujours quand même difficile. Et donc, au niveau développement local, il peut être intéressant d'orienter les jeunes sur ces deuxième échelle, disons, d'activité agricole de deuxième degré. Oui, la formation, je vais revenir sur la structure de la formation. C'est ici. Donc la formation, si on résume un peu, c'est divisé en 4 groupes. Donc les questions techniques agricoles et transformation, c'est un premier groupe. Donc il y a les techniques de culture, d'élevage et de transformation. Et les questions de post-récolte aussi sont traitées parce qu'on remarque à Madagascar qu'il y a beaucoup de... En fait, dans les stockages, le post-récolte, il y a beaucoup de déchets par les techniques utilisées qui ne sont pas valorisées. Donc, il y a un module qui travaille sur ces questions-là. Et les questions de transformation, mais bon, ça dépend vraiment des collèges et des produits qui sont des filières qui sont valorisées dans chaque région, quoi. Donc c'est pas les mêmes, c'est les collèges qui choisissent. Nous on veut se renforcer sur un type de transformation. Un collège par exemple qui a une vache laitière, donc il travaille sur le yaourt et tout ce qui est autour du lait. D'autres collèges qui ont beaucoup d'arachides, donc ils ont acheté des presses à huile pour en faire des huiles d'arachide. Et donc c'est bien dans le référentiel de formation. Au démarrage, c'était quand même plutôt sur la production et depuis quelques années. Par rapport à la commercialisation, c'est comme tous les paysans, c'est une grande difficulté, mais en général, c'est lorsqu'il y a de présence de structure ou de la profession, c'est un peu facile pour les jeunes de commercialiser parce qu'il y a une organisation sur la commercialisation commune si les jeunes adhèrent à une structure. Les questions de commercialisation sont traitées en même temps que les questions de structuration. Donc on incite les jeunes à se regrouper pour mieux vendre. Une dernière question peut-être ? J'ai une question sur les contenus, en particulier, comment est-ce qu'il y a une place en fait pour la valorisation des savoirs paysans, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un des objectifs qui était de former les jeunes qui étaient allés à l'école sans avoir pu apprendre l'agriculture. Bon, au Cameroun, on a un système complètement d'alternance. Je veux savoir comment est-ce que les parents, on a parlé de la participation, de la contribution financière des familles.
Mais est-ce qu'en termes de contribution en fait à comment est-ce qu'on fait l'agriculture, comment est-ce que les parents sont intégrés dans les cursus, dans la définition des référentiels? Comment cette définition a été faite? Parce qu'on a l'impression, enfin, vous nous avez expliqué que la profession, donc FIFATA, était vraiment à l'origine de la création de ces collèges. Mais j'ai l'impression que c'est une création aussi vers un autre type d'agriculture. Enfin voilà, c'est un petit peu ambigu pour moi en fonction des choses que j'attrape dans vos discours. Ça va dans le même sens, la question. Je vois exploitation agricole pédagogique, donc comment vous utilisez cette exploitation agricole en termes de pédagogie, et est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un référentiel de formation, ou est-ce que c'est un programme national, enfin comment il était conçu, quels sont ses objectifs, etc. Enfin. Ok. Donc en effet, il y a un référentiel pas encore national, mais pour les collèges, les 4 collèges agricoles, qui a été en fait mis en place il y a 12 ans à la création des collèges, avec l'appui de CNEAP. Donc ils ont apporté la méthodologie. Et on a fait un travail d'écriture de référentiel qui a été revu 3 fois jusqu'à maintenant. Donc sur les techniques, donc on tend vers une technique améliorée. Donc dans les collèges, il n'y a pas de motorisation encore. Il y a les ébus. La technique est encore attelée, quoi. Donc l'objectif, c'est de ne pas aller trop vite, que ça soit adapté, faisable par le jeune dans son contexte quand il sort, mais que ça soit amélioré, pas comme ce que ses parents ont fait. Donc c'est toujours à la recherche de cet équilibre que la formation s'est construite. Adaptabilité quand le jeune sort, et quand même améliorer et travailler sur les techniques pour augmenter la productivité et le rendement. Donc par exemple, sur le riz, dans les collèges, on fait de SRI, de SRI, mais c'est les ébus qui labourent la terre. Le sarclage se fait à la main. Sur les vaches, on a les vaches laitières. Donc, c'est pas des Montbéliards, c'est des pieds rouges. Donc, les pieds rouges norvégiens qui sont plus adaptés au climat malgache. Donc c'est au milieu. Je ne sais pas si ça répond. Et l'exploitation agricole, c'est vraiment l'outil principal qu'on utilise. Parce que c'est, comme je dis, 50% le matin, souvent les jeunes sont en salle, et l'après-midi, ils sont dans les ateliers, ou le contraire, dans les trois classes, quoi. Donc on insiste pour que 50% de la formation soit pratique. Ça, c'est... Juste pour compléter, le référentiel de formation des collèges s'appuie sur un référentiel métier, du métier d'agriculteur, tel que FIFATA le voit pour l'avenir. Donc ça a été défini aussi en 2002. Donc il y a plus 7 objectifs principaux. Qu'est-ce qu'un agriculteur professionnel? On utilise l'expression Tansa Matian, paysan professionnel à Madagascar. Qu'est-ce qu'un paysan professionnel doit savoir faire? Donc ça se décline en 7 objectifs pour FIFATA. Et c'est à partir de ce référentiel professionnel qu'a été élaboré le référentiel de formation, qui a subi des améliorations, comme le disait Micène, 3 à 4 fois, et notamment la dernière fois en 2012 pour intégrer
un nouveau module enfin 2 nouveaux modules sur tout ce qui était post-récolte et tout ce qui était agroécologie également, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi un module là-dessus. Et sur l'exploitation, l'idée c'est que de départ, pourquoi des exploitations annexées au collège et pas l'alternance, c'était pour avoir un outil où les jeunes puissent apprendre des bons gestes. Non pas que les paysans ne font pas les bons gestes, mais il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et donc, on avait besoin d'une exploitation agricole support pour montrer ça aux jeunes. Les jeunes ont aussi des stages, on n'a pas trop parlé, mais il y a aussi des stages en cours de formation. Et donc, voilà, il y a un certain nombre de pratiques qu'on considère qu'on a besoin d'une exploitation pédagogique pour les transmettre, sachant que ça doit rester en conditions paysannes et reproductibles par les jeunes quand ils rentrent chez eux, donc pas de tracteur. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est un équilibre pas évident à trouver, hein. Sur certaines choses, on revient un petit peu en arrière. On a peut-être été trop loin sur par exemple les poules pondeuses. On s'aperçoit qu'il y a finalement peu de jeunes qui vont aller vers des élevages de poules pondeuses avec des races spécifiques, parce qu'ils n'ont pas accès véritablement aux poulettes. Et donc on réintroduit des élevages de races locales, par contre en essayant de mettre en place des pratiques améliorées, quoi. Oui, merci. Francine Raslouf-Nirine, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural de Madagascar. Donc, c'est pour compléter un peu sur les questions de référentiel. Donc, à Madagascar, on n'a pas encore de diplôme national de formation agricole et rurale jusqu'à maintenant. Donc, évidemment, il n'y a pas encore de référentiel national. Mais parmi les défis donc, de la rénovation du système national de phare à Madagascar. Donc c'est l'unicité des niveaux de formation en matière de phare. Donc là, on est en train d'écrire des nouveaux référentiels de formation, surtout pour l'exploitant agricole. Donc ils ont bien dit tout à l'heure que c'est le référentiel métier qui ont guidé donc le référentiel des 4 collèges. C'était vu à travers la vision de FIFATA. Mais là maintenant, on a l'ensemble des professionnels agricoles de Madagascar donc, qui s'attellent sur l'écriture des référentiels métiers agricoles à Madagascar. Donc on est en plein dans le chantier actuellement. C'est pour compléter tout simplement la question sur est-ce qu'il y a un référentiel, mais ce n'est pas encore un référentiel national. Mais c'est des référentiels spécifiques pour les 4 collèges vus par les professionnels de FIFATA. Mais l'écriture des référentiels nationaux, c'est encore en cours. Merci. Merci. Nous aurons l'occasion de compléter ce regard vendredi matin, puisque nous reviendrons sur la stratégie nationale phare à Madagascar. Et donc, je pense qu'on pourra reprendre ces points. Une dernière intervention, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Oui, c'était peut-être un peu justement le sens de mon intervention, de dire vendredi matin, il va y avoir une discussion sur effectivement quelle formation et sur le système global. Ce qui est important de regarder, peut-être, je connais ce que vous faites sur le terrain, il n'est pas question de le remettre en cause, parce qu'il y a beaucoup de travail intéressant qui est fait, mais de bien regarder la place que cela peut prendre dans le dispositif national, parce que ça ne touche quand même que quelques personnes, et de fait, ce sont déjà des enfants des gens des OP qui sont déjà des leaders dans le mouvement paysan. Donc on forme des fils de leaders déjà, disons, ou de gens déjà motivés. Donc c'est un peu pousser une élite quelque part. Bon, pourquoi pas, mais il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on met autour, disons, pour voir comment effectivement le dispositif peut être complet au niveau national. Ça, c'est quand même une grosse question. Le deuxième élément, peut-être pour l'autre groupe qui va travailler sur le système des finances, moi je vous avoue que je suis très inquiet là-dessus, parce que bon, tous les pays dans lesquels je suis passé, tous les IMF en question sont des IMF qui n'arrivent pas à financer finalement l'appui à la production agricole. Et pour cause, avec les taux effectivement d'intérêt qu'il y a, l'agriculture ne peut pas supporter ça. Donc pour le groupe qui va travailler sur les finances de jeudi matin, je crois, il y a intérêt à essayer d'avoir quand même un peu d'imagination, quitte à remettre en cause des systèmes existants. D'autant plus
que si on compare ce qui se passe en Afrique avec ce qui se passe dans les pays du Nord, il n'y a aucun jeune paysan qui s'installe avec des taux à 15 ou 20%. Il n'existe pas. Ils sont tous subventionnés, aidés, supportés. Donc, il n'y a pas de raison que finalement, dans les pays du Sud, on n'arrive pas à avoir un accompagnement qui soit un accompagnement réel avec des instruments financiers qui correspondent à la réalité des jeunes, en particulier pendant les 5 à 10 premières années. Parce que sinon, ça c'est quelque chose qu'il faut approfondir certainement dans l'atelier sur le financement. Et pas s'en tenir seulement aux institutions existantes, parce qu'on sait qu'elles ne correspondent pas à la demande actuelle. Ok, bon, juste une dernière réaction sur le commentaire. Il y a tellement de gens qui tirent vers les paysans vers le bas que nous, on a fait le choix de les tirer vers le haut. Après, c'est une position assumée. Tout est question de négociation entre les organisations internationales et les organisations paysannes et les ONG qui les accompagnent. Donc, on a conscience que le dispositif qu'on accompagne auprès de FIFATA est un dispositif qui aura du mal à être, étendu à grande échelle. Mais peut-être que pour peser dans des discussions avec d'autres acteurs qui ont tendance à vouloir faire de la formation au rabais, il n'est pas inutile d'avoir de la formation peut-être un petit peu plus qualitative. Voilà. Alors je crois que ça pose de nombreuses questions, ça débouche sur de nombreuses questions, notamment sur la question du changement d'échelle, qu'on essaiera de traiter là aussi vendredi matin, parce que là aussi c'est un immense enjeu, le changement d'échelle. Donc on reviendra sur ces différents points. Ce dont on peut témoigner aussi, c'est que autour de FIFATA, autour de cette réflexion sur bien sûr la formation des jeunes, mais aussi l'appui aux services agricoles, mais aussi le financement, enfin la mise en place de financement public ou de financement professionnel, il y a quand même là, bon, certes des dispositifs qui sont encore de nature expérimentale, mais qui prennent les choses en main à l'échelle d'un pays. Et je pense que la réflexion qui est engagée par FIFATA, par les organisations paysannes, accompagnées par différents acteurs dont FERT, participe largement à ce questionnement à une échelle nationale. Alors, juste par rapport à la dernière réaction, le chantier de la formation agricole, dans les pays du Sud actuellement est un chantier absolument colossal. Absolument colossal parce qu'il a été délaissé pendant des années et des années. Il ne s'agit pas d'opposer les uns et les autres et de considérer que les uns sont meilleurs que les autres et des choses comme ça. Juste une idée comme ça. Si par exemple ce que vous avez fait pendant 3 ans avec des jeunes permet de faire des paysans qui sont dynamiques, intéressants et impliqués, pourquoi on ne regarderait pas, par exemple, dans votre système de formation, comment ça peut se couper en modules qui peuvent s'accumuler, disons, dans d'autres institutions, d'autres systèmes et des choses comme ça. Si vous êtes performant, il faut arriver à utiliser les outils qui vous ont rendu performant et peut-être les manager d'une autre façon pour arriver à faire qu'ils puissent être divulgués vers d'autres. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y a des formations au rabais et des formations qui sont bonnes. Malheureusement, ceux qui font des formations au rabais, c'est parce qu'ils sont mal équipés, mal conseillés, mal aidés. Ça, c'est la réalité des choses. Et les gens ne veulent pas faire des formations au rabais. Bon, il y en a bien quelques-uns, quelques charlots farfelus. Mais la plupart d'entre eux, ils veulent faire du bon boulot. Donc, il faudrait peut-être tirer, effectivement, des leçons et des idées de ce que vous faites pour arriver à faire ensuite des formations cumulatives par module et des choses comme ça. C'est en ça que les systèmes peuvent devenir complémentaires. C'est tout le sens du travail de FERT, de mener des actions à caractère démonstratif qui puissent servir après d'autres acteurs, notamment l'État. Mais on n'a jamais eu pour ambition de mettre 120 collèges agricoles à Madagascar. Et justement, nous, entre Malgaches, on travaille bien sur le travail sur les référentiels, par exemple, national. J'étais dans le groupe de travail qui a rédigé le référentiel métier. Et on a imprimé notre référentiel et apporté dans le groupe pour être discuté ensemble qu'est-ce qui peut apporter
au référentiel national, qu'est-ce qui est enlevé. Donc vraiment, on est dans cette logique d'apporter ce qu'on a fait pour alimenter les réflexions dans la mise en place de la stratégie nationale phare. Même chose sur l'insertion et l'installation. Le président de FIFATA est dans la commission insertion du CNFAR. Donc il pourra pleinement apporter nos expériences dans cette commission qui va réfléchir sur la politique d'insertion et d'installation des jeunes à Madagascar. Donc nous, entre malgaches, on se met pas... ça, c'est... Et on veut pas... Moi, justement, avant de venir ici, Edouard de MFR m'a appelé pour... Edouard, le coordinateur des MFR à Madagascar, parce qu'il veut faire une formation dans son centre, le CEFTAR à Tamatave, et il veut qu'on intervienne parce qu'on a un centre aussi à Tirabé, le CEFEL, qui est spécialisé dans le maraîchage. Donc il m'a appelé si on pouvait intervenir au CEFTAR sur les questions de maraîchage. Donc on travaille bien, les relations sont bonnes à Madagascar, et pour nous tout est complémentaire, quoi. Les MFR sont complémentaires avec les collèges, avec les centres publics. Donc il n'y a pas cette... Nous reviendrons, bon, j'imagine, tout au long des ateliers, mais notamment dans le dernier atelier sur formation-insertion, sur justement ces différentes approches, avec cette volonté de pouvoir effectivement comparer des expériences, échanger, discuter, pour essayer d'avancer dans cette réflexion. Donc je pense que vendredi matin, donc ça se place le vendredi matin, il sera tout à fait intéressant de remobiliser l'expérience de Madagascar, aussi par rapport à la question du changement d'échelle et de ce lien avec les politiques publiques. Alors, je voudrais donc remercier l'équipe des collèges agricoles et de CERF.